Nous retrouvons nos chers invités pour la suite, Kofi Nayote Kondo, Emmanuel Vivien, Tommy et Rodrigue Ayego. On parlait de la République démocratique du Congo et Kinshasa qui suspend tous les accords signés avec le Rwanda. Même question à vous, Kofi Nayote Kondo, les répercussions sur les deux pays. Merci mon frère Michel. J'ai fait un tour au mémorial centenaire de la Première Guerre mondiale. J'ai lu les poèmes que les jeunes élèves de l'école française ont rédigés, qui sont plaqués sur les pierres du mémorial. J'ai lu, je me suis dit, est-ce que ces pays, ces grands pays, ceux-là que nous appelons de grands pays, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, vont encore accepter une fois financer la guerre dans certains pays. Donc ce sont eux qui financent. Ce sont eux qui financent la guerre. La preuve, quand nous prenons l'exemple de la guerre en Ukraine, hier, le chancelier allemand, le président Macron, français, le président l'italien sont allés, le président roumain aussi, sont allés en Ukraine. Après les blablabla, j'appelle ça des blablabla. Après les blablabla, la promesse faite, c'est qu'ils vont toujours armer l'Ukraine contre la Russie. Pour se défendre. Pour se défendre. Et puis armer, mais pas donner les vieilles armes. Les vieilles armes. Parce que les États-Unis disent, vous, Européens, pays européens, donnez vos vieilles armes à l'Ukraine et je vais vous fournir du nouveau. Ça, c'est un autre marché dont on ne veut pas parler. C'est un marché de dupes. Oui. C'est un marché de dupes. Et je crois quand même que si nous transposons rapidement les trucs en Afrique, les conséquences de la crise entre le Rwanda et la RDC, en réalité, les deux pays n'en tirent pas grand profit. Notamment parce qu'ils vont dilapider les ressources de leur pays qui vont servir à entretenir véritablement leur population pour payer des armes qui ne vont pas les servir. Puisque si je vais dans un passé récent, qu'est-ce qui a fait venir la Russie ou bien ceux-là même qu'on appelle les mercenaires russes en Centrafrique? C'est une question de fourniture d'armes. Et la Russie était consternée par le type d'armes que la France avait promis en Centrafrique, qui n'étaient pas des armes qui vont permettre de se défendre, de pousser la rébellion. De pousser la rébellion. Or, c'est les armes sur lesquelles des précisions de l'Europe interdisaient déjà la mise à disposition de ces armes à d'autres pays. Je crois qu'il va falloir que l'Afrique se réveille. L'Afrique saisisse les occasions en or par rapport aux leçons de notre passé pour dire ça n'est assez et considérer notre population au lieu de faire confiance à d'autres pays ou bien à l'Occident. Vous voulez que c'est la population, les deux populations, hein. Je vais parler de celle du Rwanda et de la RDC qui souffrent. En réalité, puisque la rupture de ces accords vont peser sur le flux des denrées alimentaires de première nécessité. D'abord, c'est la zone qui est déjà souffrant parce qu'il y a la guerre depuis, les gens sont là, et puis tout récemment, Goma, il y a vraiment ce volcan qui avait fait rage tout récemment. Il y avait beaucoup de problèmes. Et si on dit qu'il y a encore la guerre, je crois quand même que les gens vont partir en exil. Et partir en exil, je dis en exil, les gens vont partir dans d'autres pays pour aller chercher refuge. Et ces situations ne vont pas véritablement les arranger. C'est des reculs. Les enfants auront les éducations perturbées. Les parents vont perdre leur activité de subsistance. L'agriculture va en pâtir. Les activités économiques vont subir. Et donc, en réalité, les deux pays ne vont pas tirer grand profit. Seules les usines de fabrication des armes qui ont sonné la glaive pour pouvoir se frotter la main, qui vont seulement faire les affaires. Et ces affaires, ce ne sont pas les vraies armes qu'on va les vendre. Les vraies armes sont là pour des pays à qui on veut faire
à qui on veut faire les affaires, notamment quand vous prenez les pays de G20. Les sommets de G20 ne sont pas des sommets pour discuter véritablement le développement de l'Afrique et le développement du monde. C'est un sommet pour discuter de leurs intérêts. C'est les impérialistes. Comment déstabiliser des pays et faire mouvoir notre usine qui fabrique les armes. Puisque les armes, ce ne sont pas des petits pains que les gens peuvent acheter à tout moment et manger. Donc, il faut créer des crises pour faire marcher ce marché. Donc, je crois quand même que le Rwanda et la RDC ont intérêt à s'asseoir autour d'une table très rapidement, discuter des intérêts bilatéraux qui vont les renforcer dans la zone parce que les deux pays sont très puissants. Paul Kagame, je crois, non? Paul Kagame du Rwanda. Du Rwanda était déjà président en exercice de l'Union africaine. Félix tout récemment, également. Il vient d'être remplacé par Macky Sall. Et j'ai écouté Macky Sall et le président Bahoum au sommet de CO Afrique, au forum CO Afrique. Tout récemment, ils en appellent encore à l'Occident de venir en aide à l'Afrique. Oui. Ça, c'est des aberrations totales. Alors, on va aller vite avant de retrouver Emmanuel Vivien Tomi. On va exploiter sa chute. Il a parlé peut-être d'un point d'entente entre les deux pays. Pourquoi cela tarde à venir, selon vous? Parce qu'on parlait déjà lors du récent sommet en Guinée équatoriale, où le président Macky Sall a appelé les deux à discuter. On avait parlé aussi du président angolais, Joao Lourenço, qui était entre les deux. Récemment, Félix Antoine Tshisekedi était au Congo-Brazzaville. Ça ne marche toujours pas. Qu'est-ce qui bloque les discussions entre Paul Kagame et Félix Antoine Tshisekedi? Bon, dans un premier temps, vous savez, si je suis en guerre avec Tomi, la paix qui va s'instaurer entre nous dépendra de nous deux, pas uniquement que de moi. Maintenant, si entre nous deux, il y a quelqu'un qui tire profit de cette situation-là conflictuelle qui règne entre nous, figurez-vous que cette paix ne va jamais arriver. Quelqu'un tire profit, sans doute? Ça, j'analyse. J'analyse. Puisque, dans un premier temps, quand on regarde du côté de la RD Congo, le doigt accusateur est pointé vers Paul Kagame, qui serait un soutien au M23. Alors, Paul Kagame dit non, je ne le fais pas. D'accord. Si les deux ne se reconnaissent pas quelque part en cette rebelle-là, qu'est-ce qui les empêche, par exemple, de s'accouder pour régler le problème? Ça veut dire que c'est une situation qui menace les deux pays. Et donc, s'associer pour régler le problème devrait être la bonne... pour combattre le mouvement M23. Très bien. Maintenant, si ça n'arrive pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui tire profit. Maintenant, celui qui tire profit, qui est-il? N'oubliez pas qu'au niveau de la RD Congo, il y a des situations conflictuelles qui existaient. Oui. Et aujourd'hui, on ne va pas nous dire qu'avec quelques années déjà passées au pouvoir par Félix Tshisekedi, ça suffit pour, par exemple, mettre fin totalement à cette situation conflictuelle-là. On a parlé de la sortie de Fayoulou. Vous savez que dans un passé récent, Fayoulou avait aussi ses partisans qui continuent dans leur tête de nourrir les ambitions de voir ce dernier récupérer un pouvoir ou une victoire qui lui aurait été volée. Alors, sur ce point-là, comprenez que, vous savez, les hommes, quand l'homme s'accroche à quelque chose, tout ce qu'on lui offre comme solution qui va lui permettre d'éteindre, de nourrir le feu de son obsession, mais attends, ça passe. Ça passe. Ça passe. Oui. Alors, la première des choses, en guise de mesures prises, au-delà de la rupture des accords, c'est aller vers les équipements. On doit mettre à la disposition de l'armée congolaise des moyens pour combattre le M23, pour ne pas dire combattre le Rwanda. C'est de cela qu'il s'agit. Et comment dirais-je, Kofi l'a dit tout à l'heure, c'est le marché commercial qui s'ouvre. On va aller acheter les armes. Qui va aller acheter les armes? Tout le monde sait comment ça marche. Celui qui va aller acheter les armes n'est pas un enfant de cœur à qui on va remettre 1000 francs, il va aller donner les 1000 francs, prendre les armes et ramener. Il a aussi des dividendes à prendre. Parce qu'il propose la solution des armes, c'est qu'il a déjà un marché à proposer. Il a déjà étudié le marché et donc ça va vite couler. Ça va vite couler. Alors, ce qui n'empêche pas, c'est aussi cela. Il faut que la volonté soit conjuguée de part et d'autre
Et pour y arriver, la médiation, ce n'est pas forcément chercher dans un premier temps à installer les deux présidents autour d'une table. Il faut d'abord les amener à mesurer les enjeux de la situation qui prévoit les conséquences sur les deux pays, préparer le terrain pour qu'enfin, lorsque les deux vont se retrouver, qu'une solution idoine soit trouvée. Donc voilà un peu, moi, la façon dont je vois les choses. Si le M23 n'appartient ni à la RD Congo, ni au Rwanda, c'est que les deux doivent pouvoir facilement s'associer pour vaincre le mal. Vous voulez ajouter quelque chose, sinon fil au Mali? En fait, une zone comme la RD Congo, que j'ai eu la chance de connaître un peu, le problème est un peu plus profond. Ça remonte depuis les temps de Lumumba. Les Lumumbistes ont toujours gardé dents, comme on le dit en français, face aux Mobutistes. Alors, Mobutu a fait tout ce long règne, mais il y a effectivement eu cette rébellion qui est venue d'à côté pour pouvoir finalement le renverser. Je me rappelle que Mobutu était obligé de fuir le pays. Et Mandela avait demandé à M. Kabila de tout faire pour que Mobutu revienne au moins mourir au pays. Il a refusé. Malheureusement, lui aussi, il a été assassiné. Alors, il y a ces soldats qui sont venus du Rwanda et aussi d'autres pays d'Afrique qui avaient combattu avec Laurent Désiré Kabila pour pouvoir prendre le régime, pour pouvoir prendre le pouvoir à Mobutu et à ses alliés. Maintenant, certains de ces militaires étrangers se sont installés définitivement en RDC. Au même moment, d'autres ont été repoussés. Alors, ces personnes qui viennent se battre pour vous, pour avoir une stabilité, entre guillemets, ou bien vous avez le résultat et vous les chassez, ils sont des mécontents. Ils vont faire une alliance avec d'autres mécontents pour pouvoir vous attaquer. Mais l'histoire de l'Afrique montre qu'aucun pays n'est attaqué directement de l'intérieur. C'est souvent les pays voisins qui servent de base arrière, comme on le dit, pour pouvoir déstabiliser les régimes. C'est en cela que je ne comprends pas jusqu'à présent la position de Paul Kagame. Parce que si Paul Kagame, s'il parle aujourd'hui, s'il dit non, ça va stopper. Mais du moment où Paul Kagame aussi a d'abord des choses à reprocher à Tshisekedi, à tout le régime depuis le temps de Kabila, et aussi il a aussi des intérêts à protéger, il laisse faire. Alors, la RDC dit c'est une attaque du Rwanda. Le Rwanda dit par le biais du ministre de quoi la des Affaires étrangères. C'est juste une rébellion qui est en train de revendiquer des choses. Mais si une rébellion veut revendiquer quelque chose, elle n'a qu'à aller s'installer en RDC. Elle ne doit pas s'installer à partir du Rwanda. C'est en cela que la charte africaine doit être claire. C'est-à-dire que si je suis togolais et je passe par le Bénin pour attaquer le Togo, il faut que le Bénin soit capable de me mettre hors d'état de nuire. Dans le cas contraire, le Bénin attaque le Togo. C'est un exemple que je donne. Donc, dans ce cas du Rwanda et de la RDC, il est important que le président Kagame dise la vérité. Moi, je sais que Kagame a beaucoup d'ambition, pas pour son pays seulement, mais pour l'Afrique. Mais la guerre entre la RDC et le Rwanda est une honte. Et cette guerre montre aussi la faiblesse de Tshisekedi, malheureusement. Tshisekedi a pris tout le temps pour montrer qu'il est le président parce qu'il n'était pas accepté par toute la population, parce que beaucoup disent que ce n'est pas lui qui est le président choisi ou élu. Mais aujourd'hui... Les manœuvres internes, surtout politiquement. Oui, mais aujourd'hui, il faut qu'il s'impose un peu. Il faut qu'il s'impose parce que soit vous êtes rigoureux et puis vous prenez des dispositions pour stopper cette rébellion, entre guillemets, rwandaise ou congolaise, ou bien vous allez vous laisser faire. Alors appelez Kagame et discuter. Maintenant, faire des déclarations ou bien demander au roi belge de dire un mot sur le conflit, ça ne va rien arranger. Monsieur Tshisekedi n'a qu'à aller à Addis Abeba pour demander à l'Union africaine qu'est-ce qui se passe. Pourquoi vous ne voulez pas intervenir directement? Laissez les histoires de médiation d'Angola, tout ça. Là. Le Togo est plus fort en médiation que beaucoup de pays. Maintenant, est-ce que ça a donné un résultat depuis que ça a commencé? Non. Donc, il faut revoir les cartes, discuter. Et le Rwanda
qui veut quand même donner un exemple, servir de modèle pour l'Afrique, fait la honte avec cette guerre du M23. Et quand le M23 aura fini avec le régime de Tshisekedi, le M23 va se tourner vers le régime de Kagame. C'est comme ça se passe souvent. Allez, on file au Mali et parler des membres de l'organe législatif de transition qui vont examiner en séance plénière ce vendredi la nouvelle loi électorale. On commence par vous, Rodrigue Aïgo. C'est quoi cette nouvelle loi électorale? On va analyser au peigne fin, c'est quoi encore au Mali? Non, au fait, en réalité, vous savez que le Mali est en train de reprendre, je dirais, le chantier, ou est en plein chantier pour rebâtir le pays. Et vous savez que dans de pareilles situations, il est de bon aloi que les gens essayent de faire le diagnostic et les points identifiés comme points problématiques, qu'on puisse trouver des solutions à ces points-là. Et vous savez que sur le continent africain, l'un des problèmes que nous avons, c'est lié aux élections, l'organisation des élections. Vous savez que celui qui organise les élections ne les perd jamais. Celui qui organise, c'est rare. Souvent. Non, généralement, celui qui organise... Mais des fois, il y a quand même des opposants qui arrivent au pouvoir. Au-delà des tripatouillages constitutionnels, c'est aussi la façon dont on arrive à organiser les élections qui pose problème. Et donc, c'est à cela que le Mali veut s'attaquer. Et vous avez compris qu'il y a eu des consultations qui ont été faites pour recueillir les observations des uns et des autres. Ils sont allés au-delà de la quarantaine prévue par le biais du CNT. Pour écouter tout le monde et intégrer des éléments. Mais aujourd'hui, il y a quelques éléments sur lesquels, bien sûr, il y a des couacs. Parce que les gens ont été mordus par un serpent. C'est normal que le ver de terre aussi fasse peur à ceux-là. Et donc, ils veulent régler le problème dans les moindres détails. Alors, aujourd'hui, ça pose le problème de la paternité en matière de proclamation des résultats définitifs des élections. Vous savez que dans nos pays, il y a souvent la Cour constitutionnelle qui intervient pour proclamer les résultats définitifs. Les commissions électorales proclament les résultats dits provisoires. Aujourd'hui, il y a certains qui veulent en finir, qui veulent une autonomie totale pour l'organe qui va organiser les élections, qui puisse proclamer les résultats définitifs. Et de l'autre côté, les gens disent non, l'organe qui organise ne va proclamer que les résultats provisoires et bon, la Cour constitutionnelle va proclamer les résultats définitifs. Les gens ne sont pas d'accord là-dessus. Il y a aussi le principe même de l'indépendance de l'organe qui va organiser les élections. Et on parle déjà de la composition. Et vous savez que cette composition est aussi conflictuelle dans nos pays. Oui. Et on a souvent le président qui doit se tailler la part du lion. Et aujourd'hui, on pointe du doigt Choguel Maïga, aussi longtemps qu'il sera Premier ministre, c'est qu'il taillera la part du lion à son parti. Et donc, on n'en veut pas. On veut une autre façon de composer cet organe-là afin de lui, je dirais, octroyer une indépendance, une autonomie qui va lui permettre de faire un travail de fond et proclamer des résultats qui seront acceptables par tous, ou plus ou moins des résultats qui vont traduire véritablement l'expression du peuple malien dans les urnes. Donc voilà un peu les points qui font division dans la situation actuelle concernant cette loi-là qu'on examine aujourd'hui. Et je crois que c'est ça aussi, et il faut voir un peu aussi le mauvais rôle de la CEDEAO. Vous savez, moi je pense que si ce continent est malade et est frappé et divisé avec ces guerrettes, etc., si ça existe encore, c'est-à-dire de petites guerres, je vais dire. De petites guerres, on a compris. C'est que tout simplement, nos organes-là ne fonctionnent pas. Les gens font semblant de dire que la CEDEAO, l'Union africaine, ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas. Donc peut-être ça ne Parce qu'en réalité, ça ne fonctionne pas bien, mais ça fonctionne quand même. Je te le concède. Aussi est-il que ça fait quelque chose. Aussi est-il que ça fait quelque chose. Mais au lieu, par exemple, de déclarer les guerres parce qu'il faut étouffer les résolutions des problèmes depuis leur source, moi je pense qu'il faut plutôt un accompagnement qui permette de régler en le fond. Parce que, vous savez, on a raté des rendez-vous et après les conséquences, on a suivi. La France voulait se défaire de Kadhafi
nos chefs d'État, qui étaient ses collègues, à qui il avait même donné des soutiens. Tout le monde. Et la France a mobilisé tout le monde. Il y a certains présidents qui s'étaient opposés. Qui s'étaient opposés, certains qui étaient une la minorité. Preuve, on les a tués après. On les a tués après. Mais là où je voulais en venir, la majorité a soutenu la France. On a éliminé Kadhafi. Les semaines qui ont suivi, ce sont des groupes armés qui se sont signalés un peu partout et qui constituent des menaces qui forcent aujourd'hui l'entrée au Togo aussi. Alors c'est pour ça, au lieu par exemple que ces organes-là contribuent à régler les problèmes en profondeur, ils sont dans des copinages où c'est mon ami Tommy qui a des problèmes, quel que soit tout ce qu'on peut lui reprocher, il faut qu'on prenne des résolutions qui vont lui permettre de rester au pouvoir. Et là, ça ne règle pas le problème. Ça ne règle pas le problème, s'il vous plaît. Et moi, ça m'inquiète. Parce que si aujourd'hui le Mali échoue, on aura consacré des années à ne rien faire, à faire du sur place, et ça va être très dangereux. Je crois qu'il réclamait la parole. Tommy voulait ajouter quelque chose. Je pense que le problème du Mali est un problème un peu continental. C'est presque toute l'Afrique qui a le même problème. J'ai participé à un séminaire sous-régional des cours constitutionnels et des organisations qui s'occupent des élections en Afrique. Et les présidents des cours ou bien conseils constitutionnels ont dit la vérité, vous ne pouvez pas croire. La première vérité, c'est que chaque cour constitutionnel préfère sauvegarder la paix que de mettre le feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois, les cours constitutionnels des pays, je ne parle pas du Togo, je parle de l'Afrique. Les cours constitutionnels des pays savent très bien qu'en proclamant ces résultats-là, ces vrais résultats, on risque de mettre d'embrasser le pays. Au pays. Donc, on préfère la paix à la vérité. La paix fébrile. Alors, des fois, on sait que tel candidat a fait telle revendication qui mérite quand même plus d'attention, mais pour éviter que les jeunes se mettent dans la rue, on rejette carrément ces revendications. Et c'est ce qui crée encore. C'est ça qui crée les problèmes. Est-ce que c'est vraiment la raison même? L'autre conflit aussi, c'est entre les cours constitutionnels et les commissions électorales. Prenons le dépôt de candidature. En principe, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, par exemple pour le Togo et pour d'autres pays, la CEN pour d'autres, devrait être capable de dire aux candidats qui déposent le dossier, il reste tel document. Si vous ne complétez pas, votre dossier sera rejeté. C'est ce qui se passe au Sénégal actuellement. Maintenant, on constate que la CENI fait juste une compilation des candidatures et envoie au cours constitutionnel ou au conseil constitutionnel, et le conseil constitutionnel ou bien la cour constitutionnelle dit finalement votre candidature est rejetée. Ce qui ne répond à aucune loi. Après consultation de qui de droit. Voilà. En tout cas, Tommy, ce n'est pas sur un champ politique. Tout le monde cherche peut-être le faux pas de l'autre. On le voit avec ce qui se passe au Sénégal. Mais en réalité, la Cour constitutionnelle est censée être neutre. Les commissions électorales doivent être neutres. C'est en cela que beaucoup de leaders politiques en Afrique proposent des CENI techniques. Mais comment trouver ces techniciens-là qui n'ont pas de couleur politique? Et c'est en cela que si le Mali, malgré que ce soit sous un régime de coup d'État, si le Mali arrivait à trouver une réelle solution pour la question des élections, ce serait un pas en avant et on va applaudir, malgré que c'est un coup d'État, c'est un régime de coup d'État. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que la plupart des conflits politiques en Afrique ont pour source les élections. Or, le problème avec les opposants en Afrique, c'est que les opposants attendent toujours le dernier moment pour commencer par gesticuler. Pour se jeter sur le terrain. Prenons le cas du Togo ou du Bénin. Le Togo, par exemple, va faire encore une élection présidentielle dans 2 ans, 6 mois. Vous voulez dire que pour le moment, on ne voit pas l'opposition. Et les opposants sont là, ils attendent. Pas aussi, hein. Et c'est au dernier moment qu'on va sortir, tel va sortir. Oui, mais tout ça là, c'est mascarade, tout ça. Une élection se prépare depuis la fin de la dernière élection. C'est-à-dire que le cycle électoral, comme on l'a appris, ça commence à la fin de cette élection. Dès qu'on proclame les résultats de la présidentielle de 2020,
Si tu veux être candidat en 2025, tu commences par te préparer. Alors, s'il y a eu des manquements, tu relèves ces manquements-là, tu fais une discussion directe avec le gouvernement. Aujourd'hui, si le Mali peut instituer une commission électorale technique et indépendante, pas indépendante seulement sur le papier, autonome, indépendante. Mais l'autonomie, c'est difficile parce que vous savez que toutes les commissions électorales, quelle que soit votre indépendance, vous avez besoin d'argent. Vous avez besoin de sécurité. Mais l'autonomie... Ce n'est pas vous qui commandez l'armée, ce n'est pas vous qui commandez la police. Ce n'est pas vous qui sortez les fonds. Donc, il y a une petite partie de votre pouvoir que vous devez au gouvernement. Et c'est là qu'il y a le problème. Moi, pour moi, l'autonomie... Tout ce qu'on peut leur donner, c'est l'indépendance. Non, l'autonomie, on en a besoin. Parce que, figurez-vous que, juste deux mots, figurez-vous que c'est pour ça d'ailleurs que le législateur a prévu que l'armée soit républicaine. Une armée républicaine n'appartient pas à un gouvernement. Et donc, l'armée républicaine est cette armée-là qui assure la sécurité de tous. Bon, c'est de cela qu'il s'agit. Jusqu'à présent, les armées en Afrique font de leur mieux. C'est en cela que les armes sur les tempes, on nous proclame des résultats qui ne tombent jamais à Au-delà de tout ce qu'on peut reprocher à l'armée, à l'indépendance et à l'autonomie des organes qui seront chargés d'organiser les élections. Et surtout pour ce qui est du cas malien, je pense que la solution idoine pour l'Afrique, c'est de faire en sorte que à partir d'un moment, nous fassions l'effort que les députés qui vont siéger au Parlement de la CEDEAO, au Parlement de l'UEMOA, au Parlement de l'Union africaine, ou que ce soit au Parlement de la francophonie, ou de l'Union interparlementaire, ou bien au Parlement de Commonwealth, qu'il s'agit des représentants africains, cela ne devait plus être une nomination des chefs d'État pour être à la sorte des chefs d'État. Ça doit faire l'objet d'une élection. Et les partis qui seront représentés, les présidents qui seront représentés, les députés qui seront représentés, vous savez, non, vous ne pouvez pas me dire ça. Ce ne sont pas les chefs d'État. Prenons le cas du Togo. C'est au Parlement, c'est au Parlement. C'est le Parlement, mais c'est le Parlement. Quelle est la majorité au Parlement? Quelle est la majorité au Parlement? Le Parlement qui est au Parlement, la majorité qui est au Parlement. Est-ce qu'il faut faire des élections spéciales pour choisir ses représentants dans ces institutions? On nous attend pour le journal. On va marquer la pause pour le journal. On revient, on va discuter toujours du Mali si vous le permettez. La pause, elle s'impose.